Je voudrais vous parler avec ce titre un peu énigmatique du temps du repas qui approche d'ailleurs et que je retarde pour vous, je m'en excuse encore, du temps du repas qui... Lorsque M. Scholtes m'a aimablement proposé cette intervention, j'avais libre choix du sujet et j'étais en train de lire un ouvrage sur la cuisine au XIXe siècle et je me suis dit, pourquoi pas? Je suis sûre qu'il se passe des choses. Et j'avais raison parce que j'ai découvert des tas de pistes que j'ai commencé à creuser, mais qui sont un chantier voilà, que je propose à d'autres. Le repas dans ce lieu emblématique, résidentiel de cette société aristocratique qui vient chercher l'hédonisme, et Escoffier nous en parle, je vais vous le présenter au travers d'un voyage qui part de Paris, la gare de Lyon, le train bleu, hein, avec ce décor somptueux, conservé. On aurait mangé, on aurait pris un repas avant de prendre le train. Et puis 20 heures de trajet, et puis avec les express, le temps du voyage se ramène à 13 heures, et au bout de 13 heures de voyage, eh bien, on a à nouveau faim, et on arrive à la gare de Nice, et voilà une représentation du buffet de la gare tel qu'il était à l'image du train bleu. Et puis les voitures nous attendent, en particulier celles des hôtels, pour nous amener, pour nous conduire ici même, puisque le lieu se prête tout particulièrement à l'évocation du repas. Nous sommes donc au Negresco et il n'y a pas que sur la Prom que l'on trouve des cuisiniers hors pair, il y en a d'autres en ville, mais ici il y en a une concentration toute particulière que je voudrais évoquer. La réputation de cette promenade, cet hédonisme, cette qualité de vie qui tranche sur les anciennes auberges du début du XIXe siècle, où l'on offrait aux gens de passage le couvert, simplement, hein, manger, une nécessité. Ici, on découvre que le temps du repas, c'est un temps de plaisir. Et grâce à qui? Grâce à cet homme. C'est Henri Negresco que je vous présente et qui a été injustement célèbre. Il est célèbre pour cet hôtel, mais ce n'est pas le fondement de ses compétences. C'est l'aboutissement d'un itinéraire, d'un parcours individuel, parti de loin, la Roumanie, parti de bas, un simple commis qui travaillait dans les cuisines dès le plus jeune âge et qui va... depuis la Roumanie, gravir les échelons, d'abord dans le grand hôtel de Bucarest, puis il va voyager à travers l'Europe, et il va en particulier se spécialiser dans les restaurants de Casino, parce que sa compétence, ce qui fait sa célébrité, ce sont ses talents de chef. Le voilà au Casino d'Enghien-les-Bains. Vous avez dont il devient d'ailleurs le propriétaire, et puis une grande célébrité également au nouveau casino du municipal, excusez-moi, le casino municipal, dont l'architecte, vous le voyez au travers de ce document d'archives, est Édouard Niermans. Retenez ce nom, car bien sûr, là se noue une relation avec l'architecte, et c'est l'architecte qu'il va choisir
pour l'aboutissement de sa carrière. Lui, parti de rien, devenu un cuisinier célèbre, mais un cuisinier célèbre de ses contemporains et largement oublié pour cette compétence-là, est devenu célèbre pour son hôtel, qui est en quelque sorte la coquille autour de la perle, et la perle, c'était bien la salle à manger, la cuisine. Et ici, un lieu... qui est-ce qu'il choisit comme architecte? Il choisit Niermans. Niermans, c'est le spécialiste des brasseries parisiennes. Ici, il a signé une brasserie qui existe toujours, Mollard à Paris. Et il a rencontré Niermans, bien évidemment, au casino municipal. Excusez-moi, je vais trop vite. Et donc, c'est Niermans qui va lui construire ce magnifique palace sur la promenade. Alors, ici, c'est un autre personnage toujours célèbre qui a un parcours, je dirais, inversé. Puisque lui, il est d'ici. Et qu'il va quitter ce pays pour aller faire une carrière internationale dans les plus grands palaces de France et d'Europe, le Ritz à Paris, avec lequel il travaille en amitié et en partenariat, et entre autres, il est aux États-Unis, à Rome, il est à Lucerne, il est sur tous les fronts, mais il a quitté ses origines, lui qui avait commencé chez son tonton, et qui a fait ses premières armes ici sur la promenade à l'hôtel de Luxembourg. Mais il était aussi courageux dans le travail que l'était Negresco, mais il avait en plus un talent de communicant et il a rédigé un nombre très important d'ouvrages. Mais ce n'est pas tant ce qu'il écrit qui va révolutionner la cuisine, c'est plutôt son talent d'organisateur, et je vais plus loin, il va appliquer au monde de la cuisine les techniques de l'industrie et de la taylorisation avec la division des tâches, parce que faire face à 300 repas au même moment, eh bien, ça ne s'improvise pas. Et donc, le gros bonnet va organiser, répartir les missions entre le travail préparatoire avec le chef saucier, le chef garde-manger, le chef entremétier, le chef pâtissier. Et puis, pendant le coup de feu, pendant le service, il y a l'aboyeur, il y a... Voilà. Toutes ces spécialités qu'il va mettre en place au sein de ce que l'on appelle la brigade et qui est d'une efficacité redoutable et qui rend possible ce service de bouche de qualité pour le grand nombre. Pour le grand nombre, puisque dans ces grands hôtels et palaces, vous avez nombre de tables d'accueil. Et voilà Auguste Escoffier qui revient sur les lieux de ses premières amours, et en particulier à Monaco, où il va trouver la mort. Et regardez cet article de presse du Petit Niçois. Il s'est éteint donc dans sa 89e année à son domicile, donc à Monaco. Son nom figurera avec honneur à côté de celui de Carême, et c'est vrai, et d'Urbain Bozio. Et là, je fais un sondage. Qui parmi vous connaît le grand Urbain Bozio? Il est passé aux oubliettes de l'histoire. C'est aussi un personnage important qui a tout de même écrit, qui a travaillé à la simplification de la cuisine. Alors vous allez me dire, on s'éloigne. Regardez les planches qu'il propose, regardez les ouvrages qu'il nous laisse, et
ici un document d'archives, c'est l'acte de décès d'Urbain Bozio à Nice, domicilié à Nice. Il était ici. Et Escoffier, qu'il admirait beaucoup, a même entrepris une souscription pour qu'on élève au Cours Saléya un monument à la mémoire d'Urbain Bozio. Si le projet avait abouti, vous le connaîtriez tous. Et il aurait sa place dans les grands personnages qui ont marqué la ville. Mais l'histoire en retient et l'histoire en oublie. Alors, après avoir campé ces stars de la cuisine, on va dresser le décor des lieux, et ici vous avez le plan d'origine de Nirmans, de Negresco, et on remarque que en dehors du hall de distribution qui occupe un espace, l'espace le plus imposant, le second espace par ordre d'importance, c'est bien l'espace du restaurant. Restaurant qui donne sur la promenade avec, on le devine, de larges baies vitrées. Et c'est tellement important manger qu'on dédouble l'espace dédié à la restauration avec, à côté de la traditionnelle salle à manger, l'adjonction ici dans la rotonde de ce que l'on appelle un restaurant. Nous allons y revenir. C'est quand même mieux de voir l'image qui fait parler le plan. Donc, un décor pour ce temps privilégié du repas, avec ces grands vitrages, et je ne peux pas m'empêcher de vous lire un petit passage de Proust, Grand Hôtel de Balbec, la salle à manger, et le soir, il ne dînait pas à l'hôtel où les sources électriques faisaient sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger. Celle-ci devenait comme un immense merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans le remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Alors, voici la salle de la rotonde avec les petites tables, mais on retrouve dans un autre palace voisin qui a été construit juste après le Negresco en 1913 par l'architecte Charles Dalmas. Cette fois, on retrouve la place majeure dédiée au repas, avec la salle à manger. Et on va, si vous me le permettez, on va... Voilà, la grande terrasse qui précède. Et dans ce pays, on propose de manger aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un plaisir pour ces hivernants du Nord que de prendre leur repas en extérieur. Permettez-moi de vous faire descendre d'un étage à l'entresol, parce que au-delà de cette vie de luxe, de plaisir, il y a les brigades. Il y a les brigades qui travaillent, il y a les cuisines, il y a la plonge, les dépôts, et puis il y a d'autres lieux de restauration, la salle à manger du personnel. Vous avez également, alors elle n'apparaît pas ici, mais vous aviez également la salle à manger des courriers. Le courrier, c'est une profession disparue, c'était des intermédiaires pour ces grandes familles qui organisaient le voyage.
Hein. Donc ils étaient, si vous voulez, le rang au-dessus de la domesticité. Les voilà dans les cuisines du Negresco, hein, ces chefs, et ces salles à manger, ici celle du Beau Rivage, on l'a vu, sont complétées donc par les salles de restaurants. Et il y a sur la Prom, au-delà des palaces, au-delà des grands hôtels, vous avez ici l'hôtel de la Méditerranée et le Westminster, qui sont de grands hôtels mais qui n'ont pas le statut de palace. Vous avez également toute la série des pensions extrêmement nombreuses. Alors ces pensions, elles proposent également des repas, mais c'est une cuisine moins internationale, plus familiale. Les chefs n'y ont pas la même réputation. Les repas et les grands repas peuvent être organisés dans d'autres lieux plus inattendus. Dans les cercles, par exemple, ici, au cercle de la Méditerranée. Alors, je n'ai pas la même interprétation, cette image vous a été présentée par mon collègue, et je n'ai pas la même interprétation que... Alors, on va creuser, hein, mais je pensais qu'il s'agissait effectivement de la visite du président, mais moi, je l'avais interprétée comme étant celle au casino de la Jetée-Promenade, et la presse a rendu compte et les frères Lumière ont photographié la venue de ce personnage, hein, Armand Fallières, au casino de la Jetée-Promenade. On avait pour l'occasion placé des tables dans le grand hall, hein, et servi un repas à quelques 500 invités. En temps ordinaire, quand il y a moins d'invités, on a bien sûr la fameuse salle de restaurant qui donne sur la mer. Quel plaisir que de manger sur l'eau. Et puis, au-delà de ces salles intégrées dans des lieux qui les enveloppent, on a également les restaurants qui ont pris leur indépendance, qui sont des constructions en elles-mêmes. Je vous présente ici le restaurant français d'Émile Favre. Et complètement passé dans l'oubli, M. Favre n'a jamais rien écrit, malheureusement. Il était pourtant, à son époque, cité dans les guides culinaires européens, car il y avait un tourisme gastronomique déjà au XIXe siècle, et on recommandait de s'arrêter et d'aller prendre un repas au restaurant français. Le nom du restaurant français, c'est un clin d'œil à l'autre restaurant qui lui faisait concurrence et qui était le London House. Ce monsieur, Émile Favre, qui permettait également à ses hôtes de prendre le repas dans le jardin, prenez soin de faire arroser la promenade parce qu'au passage des véhicules, la poussière, et c'était un fléau, la poussière risquait de les gêner, de les incommoder. Mais Émile Favre, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez tous entendu parler du Pré-Catelan, qui continue, hein, aujourd'hui, dans le bois de Boulogne, à attirer l'aristocratie amateuse de bonne chair. Eh bien, c'est le même. Hein. Nous sommes avec, hein, le chef, le restaurateur du Pré-Catelan, qui s'appelait alors le Château de Madrid, et qui était en alternance entre Paris et Nice. Nous aurions pu avoir notre Pré-Catelan sur la promenade. Voilà, hein, ça c'est le Pré-Catelan. On n'a pas de tableau qui évoque le restaurant français de la promenade, malheureusement. Je passe rapidement sur ces restaurants
installés de façon précaire parce que cela nécessitait une autorisation par la préfecture, qui n'était pas octroyée facilement. Et vous connaissez bien évidemment le plus fameux, alors pardonnez-moi de vous avoir, parce que lui on l'a toujours, pardonnez-moi de vous éloigner à peine de la promenade, mais ces restaurants, eh bien, ils s'actualisent, ils se modernisent. Regardez-les qui évoluent avec le pittoresque. Le bateau a disparu, bien évidemment, la gloriette a disparu. Et on pouvait y déguster des langoustes, des truites, des huîtres. C'était au départ un parc à huîtres. Et puis, quand on s'éloigne, il y a des établissements plus modestes, mais plus familiaux, mais où l'on va de façon plus décontractée. Et l'aristocratie aime bien s'encanailler dans ces lieux également, en s'éloignant de la promenade, avec ce restaurant CASO où l'on servira de la cuisine niçoise. Et plus loin encore, au Bois du Var, Bozio, qui là vous offre des tables au milieu d'une végétation luxuriante où l'exotisme est évoqué. Alors, on ne mange pas qu'à l'hôtel. On mange aussi, on prend ses repas chez soi. Et je vous invite dans la salle à manger de la famille Masséna, où l'on retrouve la verrière, l'importance de la vue sur l'extérieur, sur la végétation. La salle à manger qui est servie par une brigade spécifique à la famille. Ils sont suffisamment fortunés pour avoir à disposition cette équipe de cuisiniers qui travaillent également dans les sous-sols, dans l'entresol de la villa. Ces sous-sols que l'on ne connaît pas, puisque nous, on visite le rez-de-chaussée surélevé. Donc c'est vraiment les repas préparés au-dessous. Et c'est l'évocation en clin d'œil qui répond à ma lecture de Proust. C'est l'évocation de Swann, parce que vous savez peut-être que parmi les personnages qui ont inspiré, parmi les hommes réels qui ont inspiré le personnage, il y a Charles Haas. Et Charles Haas, c'était un très bon ami des Masséna. Donc le voilà sur la prom. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se faire aider par toute une brigade et qui vont avoir simplement une cuisinière. Et Nice, de ce point de vue, est bien organisée. Il y a des journaux, il y a des bureaux de placement qui vous proposent le personnel dont vous avez besoin, avec les commis, les cuisiniers, les maîtres d'hôtel, les courriers, je vous en parlais tout à l'heure, etc., etc. Donc vous pouvez vous procurer la main-d'œuvre très facilement. Et puis, vous pouvez vous faire servir les repas à domicile. Et il y a des experts pour cela. Monsieur Lavide, par exemple, il va vous livrer le plat chaud. Et Monsieur Lavide a si bien fait son métier, il a tant vendu de repas qu'il a fait fortune. Lui, qui est parti, comme beaucoup de ces gens de cette profession domestique, et qui est ensuite devenu chef, et qui livre dans toute la ville les repas, il s'est fait édifier cette construction que vous reconnaissez parce qu'elle existe toujours, celle-ci, sur la promenade des Anglais. Il a fait fortune. Alors, les repas, il y en a de plus somptueux que les autres. Ce sont les repas de fête, les banquets. Et c'est vrai qu'on a plaisir à inviter dans les hôtels avec ces fameux banquets. Et ici, vous avez par exemple le banquet où Negresco s'est illustré
où il a dû assurer 5000 assiettes, 1000 cuillers, voilà, le fameux banquet qui a eu lieu, celui-là, au casino municipal. Et ils étaient 500, mais ils ont beaucoup bu. 200 bouteilles de Château Chinon, 180 bouteilles de Haut-Brion, 150 bouteilles de Chambertin, 300 bouteilles de champagne. Il ne suffit pas qu'il y ait la quantité, il faut aussi qu'il y ait la qualité. Et cette qualité, on peut l'imaginer à l'évocation de ces titres donnés au plat, avec un côté international, hors d'œuvre à la russe, huîtres d'Ostende, filet de sole à l'oriental, etc., etc. Le menu est brodé sur de la soie. C'est un menu du casino de la Jetée Promenade. Là, je me suis amusée. Vous me pardonnerez d'aborder un détail. J'ai retrouvé un menu de la réserve. C'était à l'occasion d'un mariage. C'est un couple qui paie sa note au restaurateur. Et comme il y avait la date, je suis allée chercher dans les actes de mariage qui était cette dame qui s'acquittait du prix de son banquet de mariage. Alors, excusez-moi, la voilà. C'était Henriette Albertine Catherine Costa. Elle avait 17 ans. Et ça a un coût. Le repas au restaurant, on est bien là sur de la consommation aristocratique de qualité. Et pour vous donner une idée, ce monsieur, Maxime Groul, qui était lui aussi dans la recherche de produits alimentaires innovants, il a inventé quelque chose comme le bouillon cube, si vous voulez. Et il était en affaire avec Émile Favre. Et je l'ai su parce qu'il y avait un procès entre eux et que Maxime Groul devait 115 000 francs, c'est le prix d'une villa sur la Prom, pour avoir pris ses repas au restaurant français pendant 2 ans. Vous imaginez. Parmi ces repas mémorables, j'évoquerai celui de la princesse Souvarov. C'était une grande joueuse, excentrique, russe, souvent russe et excentrique, ça va ensemble, et bonne buveuse, joueuse. Elle était allée à Monaco et elle était revenue pleine de billets, donc toute contente. Et elle invite ses amis pour fêter ça dans la villa qu'elle occupait et qu'elle louait sur la Prom. La voilà. C'est la villa d'Isbar qu'elle louait, et le vin aidant, elle porte un toast où on le raconte qu'elle a versé le champagne dans sa chaussure et bu à son succès au casino, et elle a décidé ce soir-là d'acheter la villa, et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est devenu la villa Souvarov. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le menu, vous aviez un plat à la Souvarov. On est là dans un lieu où les personnages sortent de l'ordinaire. Bon, alors je passe parce que l'heure passe sur le repas en lui-même, mais quand même, je prends quand même le temps de vous expliquer quelque chose qui est très important. C'est le passage de la table d'hôte, qui est une table commune partagée, au milieu du XIXe siècle, où on se retrouve assis à côté de celui qu'on ne connaît pas. Et ensuite, on va mettre en place le restaurant par petite table, individualisé, où l'intimité bourgeoise est protégée.
Mais je pense qu'ils y ont perdu quelque peu au change aussi. Parce que quand on lit ce passage de Henri de Montaut, de Voyage au pays enchanté, écoutez l'évocation de la table d'hôte. On arrive à la salle à manger, toute ruisselante de lumière, en causant à l'avance avec ses voisins de table. L'appétit rapproche. Puis, une fois à table, commence une conversation des plus bizarres. À gauche, un monsieur parle allemand à une dame qui lui répond en anglais, laquelle dame adresse une question en russe à sa voisine, qui lui répond en espagnol. Quant au français, il n'en est pas question, si ce n'est sur le menu. Alors, sur la qualité de la nourriture, je voudrais évoquer la maîtresse d'hôtel du Westminster qui a dans la ville beaucoup d'autres établissements hôteliers et qui est une maîtresse femme, une femme d'affaires et une femme qui va mettre à disposition de ses résidents une nourriture de qualité que les autres établissements vont lui envier. Elle achète des terrains au Var et elle va fournir en produits frais légumes, fruits, laitages, œufs, viande, tous ces établissements-là. Car déjà, au-delà de la longueur des menus, de la quantité, il y a un souci du bien manger. Du bien manger et d'ailleurs ici du bien manger, du bien boire. Les vins souvent ce sont comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce qui renchérit le coût du repas. Et l'eau, je voulais vous dire quand même que l'eau ici depuis 1913 passe par un mécanisme avec des ultraviolets qui l'assainissent. On est dans ces palaces à l'avant-garde de l'hygiénisme et du bien manger. Et pour terminer, j'évoquerai un personnage oublié qui habitait sur la Prom, cette petite villa qui existe toujours, et qui était médecin, on n'est pas sûr qu'il le soit vraiment, mais en tout cas, qui recevait en consultation les membres de toute l'aristocratie présente à Nice pour leur proposer des régimes qui allaient leur assurer une longévité plus grande que la normale, échapper à notre destin par l'alimentation, c'est ce qu'ils promettaient. Il s'appelle, c'est mystérieux, il s'appelle Rodolphe Biltz. Sauf que j'ai trouvé qu'il y avait un médecin naturiste, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous raconter, en Allemagne, qui s'appelait Blitz, avec un autre prénom. Je continue à mener l'enquête. Un jour, je vous dirai. Ici, c'est la salle à manger du Ruhl. Elle est vide. C'est mauvais signe. Attendez, parce qu'il me manque une image. Voilà. C'est mauvais signe. Et ça augure d'un temps difficile, du temps de la guerre, du temps où le tourisme s'arrête, où les hôtels sont transformés en hôpitaux. Pourtant, tout ne s'est pas arrêté pendant la guerre. Et à propos des repas, c'est le moment où l'on a organisé la première école hôtelière, la deuxième de France. Et je râle, parce que ça aurait pu être la première de France. On a une proposition d'école hôtelière qui est déposée au conseil municipal en 1910. Il a fallu attendre 1916 pour que le conseil municipal le réalise. Nous aurions pu être la première école hôtelière de France. N'empêche. Donc,
en 1916. Ici, et c'est mon image de fin, c'est une brigade du RUL. Ce sont ces cuisiniers qui sont là en 1920-21 et donc qui montrent que par-delà la guerre, l'activité va tout de même reprendre dans des conditions plus difficiles, dans des conditions différentes, mais l'activité va reprendre. Et merci, j'en ai terminé.